Et on va démarrer, il est pas, je voudrais faire une toute petite partie, mais c'est pour annoncer le live, tous les lives à venir en fait, puisqu'on va parler des macronutriments. Donc, comment composer son assiette. Et aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement, là, pendant les 20-25 minutes qui viennent, des protéines et des quantités de protéines qu'on pourrait consommer. Donc, aujourd'hui, on aborde, je vais dire, une nouvelle partie très importante de cette série de vidéos Le pouvoir de l'alimentation, là, qu'on rediffuse sur Facebook. On va passer à une nouvelle phase avec le sujet important des macronutriments. Donc, il existe 3 macronutriments que vous connaissez sûrement. Et on va aborder de la même manière avec des petites vidéos, hein, comme on fait tous les jours en fait, hein, comme je fais à chaque fois. Donc, moins d'une demi-heure. À chaque fois, je voudrais faire une partie théorique autour des quantités, une deuxième autour de la mise en pratique et enfin une ou 2 vidéos sur des aspects plutôt complémentaires, vous savez, comment on fait dans l'assiette, etc. Je ne sais pas ce que tu nous fais avec tes cheveux, Mag, mais ça vole. C'est la tablette qui vole. Ah, c'est la tablette qui vole, d'accord, je croyais que c'était les cheveux. On est en voiture. Oui, j'ai vu que vous étiez en voiture, Annie. Bord de tablette et donc elle a volé. D'accord. Alors, cette semaine, je vous propose de commencer avec les protéines. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'aspect quantité des protéines. Donc, ensuite, on parlera des sources. Et enfin, on parlera des aspects de santé, peut-être de la viande ou bien des différentes protéines en fait qui existent. Et puis, certains aspects de problèmes de santé en fait dans les vidéos suivantes. Donc, avant d'avancer sur le sujet, quelques petits rappels réglementaires. Enfin, réglementaires, non. Je ne sais pas, réglementaire, c'est pas un bon mot. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Élémentaire. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les protéines, ce sont de longues chaînes en fait, d'acides aminés qui sont enroulés en pelote. Et chaque protéine, en fait, peut jouer un rôle assez différent. D'abord, selon la forme de la pelote. Et puis, selon la composition en fait, des différents aminés de cette protéine. En fait. Donc, qu'est-ce que c'est que les acides aminés maintenant? C'est des briques de base de la protéine, en fait. Et 9 d'entre ces acides aminés sont considérés comme essentiels pour l'être humain. Attention, c'est différent par rapport aux animaux. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire essentiel? On dit des protéines, on dit des acides aminés essentiels dans le sens où le corps humain ne sait pas les synthétiser. Et encore là, ce n'est même pas tout à fait une vérité, en fait. C'est-à-dire que le corps humain ne saurait pas les fabriquer seul, et je vais mettre des guillemets, parce que si on veut être vraiment scientifiquement exact, c'est que le corps humain ne sait pas synthétiser lui-même ces 9 acides aminés en quantité suffisante pour ne pas avoir de dégénérescence cellulaire. Donc, pour reconstruire tout ce qui est masse sèche, os, organes, etc. Donc, ils devraient être, enfin, ces acides aminés devraient être apportés par l'alimentation. Et ce qui est important que je vous dise ici, en fait, c'est que les protéines ne servent pas seulement aux muscles, comme on veut nous le faire croire, mais à tous les tissus, des organes jusqu'à la peau, en passant par les cheveux, en passant par les ongles, etc. En fait, tout le corps humain. Et tout ça, c'est fabriqué avec des protéines. Elles servent aussi, par exemple, les protéines servent aussi à la synthèse des enzymes. Vous savez, les enzymes des hormones. Donc, elles sont aussi utiles là-dedans, les protéines. C'est donc, en fait, tout ce qu'on peut conclure, c'est indispensable de consommer des protéines suffisamment tous les jours et presque à tous les repas, en fait. Et ce qui est important de retenir peut-être au final, c'est que seule une toute petite fraction des protéines avalées vont aller en fait dans les muscles.
alors que les sportifs disent que la protéine est hyper importante, etc., et que dans tous les autres domaines de l'alimentation, on met ça un petit peu à mal, eh bien, en fait, il n'y a qu'une toute petite partie des protéines qui va dans les muscles. Un autre aspect qui est important à comprendre aussi, c'est leur digestion, parce que lorsqu'on avale d'abord des protéines, eh bien, on va produire des enzymes dans l'estomac. Donc, ces enzymes, elles vont faire quoi? Je vous ai dit, les protéines, c'est des pelotes. Donc, les enzymes, elles vont ouvrir ces pelotes, elles vont casser les chaînes d'acides aminés et en petits morceaux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les peptides, si vous avez déjà entendu ça, qui sont simplement en fait des petits enchaînements d'acides aminés. Et ensuite, dans l'intestin, d'autres enzymes vont encore découper ces peptides en leur brique de base, c'est-à-dire l'acide aminé tout seul, pour être ensuite correctement absorbé. Après, qu'est-ce qui se passe? Ces acides aminés vont d'abord passer par le foie automatiquement, et c'est le foie qui est un de nos filtres principaux, qui lui va alors décider ce qu'il doit faire de ces acides aminés. Soit il va les utiliser peut-être pour lui-même, pour créer son propre tissu et se reconstruire. Alors, j'ai déjà entendu des gens me dire, ah, mais le foie, une fois qu'on nous l'enlève, c'est fini, on ne peut plus reconstruire. Tous les organes se reconstruisent, même le foie. D'accord? Donc, les acides aminés vont servir peut-être au foie à se reconstruire lui-même. Mais il peut aussi, par exemple, transformer ces acides aminés en glucose. Via un mécanisme qu'on appelle la glucogenèse. En fait, c'est un mécanisme qui se produit lorsqu'il n'y a plus du tout de glucose à disposition. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire qu'on détruisait nos fibres musculaires quand on faisait du sport, et notamment quand on n'avait plus assez de sucre, eh bien, la destruction était plus importante. Et le foie va envoyer du sucre par cette manière-là, et en détruisant en fait les acides aminés. Et puis enfin, on va aussi, enfin pas nous, mais le foie va aussi envoyer les acides aminés dans les autres organes ou tissus du corps où ils vont être utilisés de différentes façons en fait pour construire ce qu'on appelle les briques corporelles. Alors, on va peut-être parler un petit peu des muscles parce que c'est un domaine qui est assez demandeur de protéines. Le cycle de renouvellement des protéines, en fait, il se produit en permanence. On dit qu'il n'y a que quand on a fait du sport qu'on va réparer nos muscles, alors qu'en fait, le cycle de reconstruction se fait toute la journée, 24 heures sur 24, même en dehors de l'activité physique. Donc, on en détruit et on en fabrique de nouvelles à chaque minute et même la nuit. Et si la synthèse des protéines est plus élevée que leur dégradation, on est alors ce qu'on appelle en balance positive. C'est ce qu'on appelle le fameux anabolisme, si vous avez déjà entendu ça. Et à l'inverse, si la dégradation est plus élevée, on a alors ce qu'on appelle une balance négative, c'est le fameux catabolisme. Donc, si on passe maintenant aux quantités, quelle quantité consommer? Alors, il y a de quoi faire peut-être, je ne sais pas, des heures et des heures de débat. En tout cas, des heures et des heures de vidéos sur le débat des quantités optimales des protéines. Donc, j'ai choisi de vous épargner ça, même si j'aime bien parler. Et puis, donc, je vais aller plutôt à l'essentiel. Premièrement, tous les cas, pour tout le monde, d'accord? On calcule ses besoins en protéines de préférence par rapport à son poids. C'est l'idéal pour le calcul. Et donc, les recommandations vont être exprimées sous la forme de grammes par kilo de poids de corps et par jour. Donc, je ne sais pas, par exemple, si je vous dis de manger 1 gramme de protéines par kilo de poids, que vous pesez 80 kilos, eh bien, vous aurez 80 fois 1, soit 80 grammes de protéines par jour à répartir sur la journée. Alors, pas en un repas, hein, d'accord? Après, ça dépend aussi où est-ce que vous placez la protéine. Et ça, c'est encore un autre débat. Ensuite, on a des recommandations standards officielles des agences de santé qui, pour la plupart, tournent encore autour des 0,8 grammes par kilo de poids. Ce sont des recommandations que l'on trouve ensuite
en grande quantité chez comment on appelle ça, les spécialistes de la santé, mais qui malheureusement ont 50 ans de retard. C'est-à-dire que 0,8 g de protéines par kilo de poids, ce sont des recommandations qui datent des années 1950, juste là à l'après-guerre, d'accord, pour l'Europe, et qui ne sont plus du tout scientifiquement prouvées. C'est un souci pour nous parce que scientifiquement, c'est totalement dépassé. Mais malheureusement, il y a un grand décalage, je vous dis, de 30 à 50 ans entre les connaissances et leur passage au grand public, pour faire simple. Donc, on peut recommander sans problème à tous, tous les bien portants adultes, donc ce qu'on appelle les gens qui ont plus de 16 ans, 1 gramme par kilo de poids par unité de base par rapport aux critères de chacun, d'accord? Ensuite, ça peut être modifié par rapport notamment à ce qu'on appelle l'activité physique, qu'elle soit sportive ou non sportive. Alors, on a fait une vidéo où on a parlé du NEAT, N-E-A-T. Effectivement, plus vous avez un NEAT élevé, plus vous allez consommer de protéines. Donc, je vous propose de retourner voir la vidéo sur le NEAT. Quels sont maintenant les critères d'activité physique? Je dirais que, alors pas d'activité physique, pardon, de quantité de protéines à consommer par jour. Je dirais que ça va dépendre de vos objectifs éventuels de perte de poids, voire de prise de poids, enfin pas de prise de poids, mais prise de masse musculaire. Bien sûr, de votre âge. Vous devriez comprendre assez facilement que plus on a une activité physique et une demande de gros efforts musculaires, plus les besoins vont être élevés et supérieurs, si bien… Alors, on peut augmenter sa masse musculaire en augmentant son taux protéinique, ça c'est tout à fait logique, mais on peut aussi avoir un gros besoin protéinique si on veut être en perte de poids ou en phase de maintien ou que l'on a un NEAT très élevé. Ce qu'on peut retenir, c'est que lorsqu'on est en création de tissu corporel, le corps est très demandeur. Donc, je vous parle par exemple ici des jeunes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire « Ah, mais laissez-le manger, il est en pleine croissance », sous prétexte qu'on peut le laisser manger tout et n'importe quoi. Donc, laissez-le manger de la protéine, oui, mais pas tout et n'importe quoi. Si vous le nourrissez de sucre, ça va être un petit peu un souci. Si vous le nourrissez de graisses saturées, ça va être aussi un souci. Donc là, je parle des jeunes, mais je parle aussi de la naissance, voire même de la grossesse, jusqu'à l'âge de croissance totalement atteint, c'est-à-dire après 21 ans. Mais ça peut être aussi, par exemple, lorsque l'on est blessé ou lorsque l'on est en phase de récupération physique, ou bien pour les sportifs qui travaillent par saison, la saison de récupération après les entraînements. Si on a des matchs ou si on a des périodes de compétition, des choses comme ça. Et puis, toutes les personnes âgées, c'est-à-dire que la consommation de protéines doit être plus importante pour les personnes âgées. Et bien sûr, toutes les personnes en surpoids ou en régime. Il y a une très faible partie des protéines avalées qui servent aux muscles. Donc, quand on fait un déficit calorique pour perdre du poids, eh bien, on va très souvent diminuer sa quantité de protéines, ce qui est aberrant en fait, mais vraiment une aberration. La première chose, comme j'ai déjà dit, en fait, les protéines sont le macronutriment le plus rassasiant. Donc, augmenter les protéines alors qu'on est en phase de perte de poids, ça permet de mieux gérer sa faim, ça permet d'augmenter sa satiété. Et deuxièmement, ça permet aussi de diminuer sa perte musculaire lorsqu'on est en phase de déficit calorique. Donc, ça implique la plupart du temps que le déficit calorique, surtout s'il est très important d'ailleurs, sera plus intéressant si la quantité de protéines dans l'assiette est plus importante. Alors, pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais demain, si vous êtes sympa, je partagerai un tableau en fait
avec les âges, les activités, etc. Et comment on peut nourrir le corps avec quelle quantité de protéines par rapport au kilo de poids, et jusqu'à quand ça devient efficace en fait. Et pourquoi le corps, selon certaines circonstances, est plus efficace pour synthétiser les protéines, et donc être efficace dans sa synthèse des acides aminés. Après, j'ai des personnes, enfin j'ai des personnes, non, il y a des personnes qui souffrent par exemple de fibromyalgie ou de maladies de dégénérescence musculaire. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est pareil pour les personnes âgées, hein, du reste, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et la sarcopénie, en fait, c'est un facteur majeur de dépendance chez les personnes âgées. Et il y a une règle très, très simple ici, ça va être d'augmenter de 1% par année à partir de 40 ans, avec un minimum de 1,2 g par kilo pour les plus de 60 ans. Alors, peut-être, c'est un petit peu confus peut-être comme calcul ce que je vous dis là, mais si je vous donne un exemple, si vous avez, je ne sais pas, 50 ans, ça va faire donc 10% en plus. Donc, si votre base, c'est de 1 g par kilo, eh bien, à 50 ans, ça fera 1,1 g par kilo de poids par jour. D'accord? Les recommandations, en fait, sur les limites qu'on pourrait atteindre, notamment pour les sportifs, en fait, les limites les plus élevées en quantité de protéines, etc. C'est très élevé quand même par personne. Moi, celles que je vous donne ne sont pas forcément celles qu'on peut entendre partout. Je suis d'accord avec tout ce que l'on peut entendre, en fait, à partir du moment où c'est bien argumenté. Et je pense qu'on pourrait faire tous les débats du monde maintenant. Chacun va avoir ses propres notions de quantité maximum. Maintenant, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas monter aussi plus haut que 1,8 g dans mes fourchettes. C'est que, premièrement, pour les sportifs, il y a tout de même plusieurs études qui montrent qu'au-delà de 1,8 g par kilo de poids de corps, on n'a jamais vu d'intérêt de fixation protéinique ou d'augmentation de muscles. Donc, je parle en termes de résultats physiques, d'accord? Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait débat et que je pense que c'est un débat légitime. Voilà. Le principal pour moi, ce serait vraiment pour les personnes qui ont un gros volume d'entraînement, en fait, dans un sport de force, peut-être avec un physique qui prend facilement du gras et qui veulent prendre du poids, mais de manière notable sans prendre du gras. Voilà pourquoi, à la limite, je pousserais au-delà d'1,8 g. Mais 1,8 g, c'est déjà pas mal. Ensuite, la personne qui veut prendre du poids, donc prendre de la masse musculaire, elle va forcément augmenter son taux de calories quotidien. Et la conséquence, très souvent, c'est que si elle augmente son taux de calories quotidien, elle ne va pas forcément l'augmenter en termes de protéines. Donc là, on peut aller jusqu'à 2 grammes, voire 2,3 g, sachant que de toute manière, c'est normalement pour des périodes de quelques semaines, voire quelques mois, et puis ensuite, on redescend en phase de maintenance. Donc, ce n'est pas trop grave de pousser au-delà de 2 grammes. Enfin 1,8 g pour ce que moi je conseille. Donc voilà, c'est des cas à part. Pareil pour les gens qui souffrent de maladies de dégénérescence musculaire. Et je rappelle, encore une fois ici, pour celles et ceux qui parmi vous auraient comme objectif de prendre de la masse musculaire, l'alimentation, même la meilleure du monde, hein, si vous n'avez pas un entraînement adapté, vous n'aurez pas de résultat. Et je vous l'avais déjà dit, je crois, au début de cette série de vidéos, construire un plan d'entraînement pour créer une hypertrophie musculaire, donc c'est-à-dire une croissance musculaire, c'est une vraie science. Et il y en a certains qui s'épuisent en fait avec des séances sans en tirer un seul résultat parce que les mouvements ou les charges, elles ne sont pas adaptées
Enfin, chaque personne est individuelle. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas en surconsommant des grammes de protéines par jour qu'on va forcément prendre du volume, ni prendre de la masse. Voilà, je ne suis pas partisante d'aller trop haut dans la quantité de protéines. Alors, ce n'est pas une question de danger pour les reins ou je ne sais pas, toute autre chose, hein. D'ailleurs, ça, on en parlera dans d'autres parties de ce sujet-là. Mais je reviendrai dans 2-3 vidéos là, sur la raison pourquoi l'alimentation ne doit pas être trop haute non plus en protéines. Et puis après, j'ai un dernier argument peut-être qui fait que je ne fais pas monter les gens au-dessus de 1,8 g. C'est une question de budget. Parce que quand vous consommez, par exemple, 2500 calories, vous allez choisir d'investir dans différents aliments. Et plus vous mettez du budget dans des aliments sources de protéines, moins vous aurez de budget à mettre ailleurs. Et l'alimentation, c'est aussi savoir faire un espèce de savant équilibre dans l'assiette entre tous les aliments qui sont bénéfiques à la santé. Et donc, si on doit mettre plus de budget dans la protéine sur le long terme et négliger certains autres aliments, laisser plus de place, moins de place pardon, au budget fruits et légumes, etc., c'est un des arguments qui fait que je n'ai pas envie non plus que vous mentiez trop haut sur le taux de protéines. Donc, limiter sa quantité de protéines, ça peut être 25% ou 30% de ses apports dans l'assiette. Maintenant, j'ai une solution pour apporter un complément nutritionnel sain pour être au top de ses besoins en protéines sans exploser les budgets. Et puis en plus des protéines de super qualité, hein. De la meilleure qualité qu'on puisse trouver aujourd'hui à l'heure actuelle sur le marché. Pour ça, il faut contacter les coachs. Donc, demain, je commencerai par vous partager le tableau là, de répartition des besoins en protéines et puis je vous propose qu'on l'explique, le pourquoi, pour quand, pour qui. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions par rapport à déjà ce premier jet sur les protéines? Non, ni Magali, ni Annick, ni Angèle. Non, moi j'en ai pas. Ça a été assez précis. Parfait. Est-ce que sur Facebook, vous avez des questions? Est-ce que je peux voir s'il y a des… Ah, donc ça, ce sont mes commentaires, donc je ne peux pas voir. Je sais qu'il y a un petit peu de monde, mais bon, je ne vois pas si vous avez des questions. Des petits cœurs, donc vous m'entendez, c'est déjà ça. Parfait. Eh bien, donc, je vous propose de ceux qui sont intéressés par le programme des protéines.